Bernard-Henri Lévy, né le 5 novembre 1948 à Beni Suef, en Algérie, portait en lui une profonde tristesse, ancrée dans la perte et l'isolement de son enfance. Fils d'une famille juive aisée, Lévy a grandi dans un contexte où sa famille a été contrainte de fuir l'Algérie alors qu'il était enfant, en raison de la guerre d'indépendance algérienne. L'exode soudain de son pays natal, où il avait passé son enfance baigné de soleil et de parfums marins, vers la France a laissé un vide incommensurable. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un lieu, mais aussi le sentiment d'être séparé de ses racines culturelles, de ses liens communautaires et des simples souvenirs d'une vie insouciante en famille. Lévy a raconté un jour que, petit garçon, il se tenait à la fenêtre de son appartement parisien, contemplant les rues inconnues, se demandant s'il y avait vraiment sa place. Cette perte est devenue une blessure profonde, et il a toujours aspiré à un sens et à un sentiment d'appartenance tout au long de sa vie. Cette tristesse s'est encore aggravée avec le décès de son père, André Lévy, fondateur de l'entreprise de menuiserie Bécob, en 1995. André était non seulement une figure paternelle, mais aussi sa plus grande source d'inspiration, lui inculquant la passion du savoir et le sens des responsabilités sociales. La disparition de son père a plongé Lévy dans une période de dépression, où il a eu le sentiment d'avoir perdu un soutien spirituel important. Il lui arrivait de passer des nuits seul dans son bureau, relisant les lettres de son père, avec l'impression qu'une partie de lui-même avait disparu. Ce deuil n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la culpabilité de ne pas avoir pu passer plus de temps avec son père de son vivant, en raison de sa carrière d'écrivain et de ses activités politiques très actives. C'est cette douleur qui a façonné le parcours de Lévy, le poussant à s'engager dans les luttes pour les droits humains et la justice, afin de perpétuer l'héritage de son père et de chercher la rédemption pour la perte de son âme. Le parcours de Bernard-Henri Lévy est l'histoire inspirante d'un intellectuel en quête inlassable de vérité et de justice, mais aussi celle d'un intellectuel semé de controverses et de défis. Diplômé de l'École normale supérieure de Paris, l'une des universités les plus prestigieuses de France, Lévy s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes philosophes les plus remarquables de sa génération. Il a rejoint le mouvement des nouveaux philosophes dans les années 70, aux côtés d'André Glucksmann et d'Alain Finkielkraut, qui s'opposaient au marxisme et aux idées radicales. Son premier ouvrage, La barbarie à visage humain, 1977, a connu un succès retentissant grâce à sa critique du totalitarisme et à son affirmation que le socialisme, malgré ses idéaux nobles, conduisait souvent à la violence et à l'oppression. Cet ouvrage a non seulement propulsé Lévy sur la scène internationale, mais l'a également établi comme un penseur osant remettre en question les orthodoxies. La carrière de Lévy ne s'est pas limitée à la philosophie. Journaliste, écrivain et cinéaste prolifique, il a notamment réalisé American Vertigo, 2006, où il explore les États-Unis à travers le prisme d'Alexis de Tocqueville, et le documentaire Bosna, 1994, qui relate les atrocités de la guerre de Bosnie. Il est également le fondateur de la revue La Règle du jeu, un important forum culturel et politique en France, où il promeut le dialogue sur la liberté, les droits de l'homme et la démocratie. Lévy est également connu pour son engagement militant, notamment en faveur des mouvements démocratiques en Bosnie, en Libye et en Ukraine. Il a milité avec vigueur pour une intervention occidentale en Libye en 2011, rencontrant des chefs rebelles et persuadant le président français, Nicolas Sarkozy, d'apporter un soutien militaire, une initiative largement perçue comme ayant contribué au renversement du régime de Kadhafi. Ces efforts lui ont valu une renommée internationale, mais ont également fait de lui la cible de vives critiques. Cependant, la carrière de Lévy n'a pas été exempte d'échecs et de controverses. Son livre Le siècle de Sartre, 2000, a été critiqué pour ses erreurs factuelles et son approche partiale, et il a essuyé de vives critiques de la part d'universitaires. Un moment qui l'a fait pleurer fut la lecture d'un article l'accusant d'être un hypocrite qui utilisait les mouvements de défense des droits humains pour se forger une image.
Si ces critiques n'ont pas ébranlé sa foi en ses idéaux, elles lui ont laissé un sentiment de solitude et d'incompréhension. De plus, son soutien à l'intervention militaire en Libye a été critiqué, alors que le pays sombrait dans le chaos après 2011, l'amenant à s'interroger sur l'impact réel de ses actions. Malgré cela, Lévy a persévéré. Il a continué à écrire, à réaliser des films et à participer à des mouvements politiques, comme celui de soutenir les réfugiés ukrainiens en 2022, convaincu qu'il était du devoir d'un intellectuel de s'élever contre l'injustice, même si cela impliquait la critique et l'isolement. L'un des moments les plus tristes de la vie de Bernard-Henri Lévy fut son incapacité à prévenir les conséquences tragiques de la guerre civile libyenne après 2011. Fervent partisan de l'intervention de l'OTAN en Libye pour renverser Mouammar Kadhafi, Lévy était convaincu que cette action apporterait liberté et démocratie au peuple libyen. Il se rendit personnellement à Benghazi, rencontra les chefs rebelles et convainquit les gouvernements occidentaux d'agir. Cependant, après le renversement de Kadhafi, la Libye sombra dans le chaos, avec des conflits entre factions, la prolifération des groupes terroristes et une crise humanitaire prolongée. Cet échec fut non seulement un choc pour Lévy, mais aussi une souffrance personnelle, car il se sentait en partie responsable des souffrances du peuple libyen. Lévy raconta qu'un soir de 2013, regardant un reportage sur les combats à Tripoli, il était assis tranquillement dans son salon, les larmes aux yeux. Il avait le sentiment que tous ses efforts, les voyages périlleux sur le champ de bataille, les discours passionnés aux dirigeants mondiaux, avaient été vains, alors qu'il voyait le pays qu'il espérait libérer sombrer dans la violence. Cette tristesse provenait non seulement de la défaite politique, mais aussi d'un sentiment de trahison envers les idéaux qu'il avait toujours défendus. Il se demandait s'il comprenait vraiment les conséquences de ses interventions, ou s'il s'était simplement laissé emporter par des rêves de liberté irréalistes. Lévy, cependant, ne se laissa pas submerger par cette tristesse. Il continua d'écrire et de s'exprimer sur la Libye, reconnaissant ses erreurs et appelant la communauté internationale à contribuer à la reconstruction du pays afin de compenser une partie de ce qui avait été perdu. L'amour et le mariage de Bernard-Henri Lévy furent un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur éclatants et de moments de profonde tristesse. Il épousa l'actrice et chanteuse Ariel Dombasle en 1993, une relation considérée comme un symbole de l'union de l'intellect et de l'art. Ariel, avec sa beauté captivante et ses talents variés, est devenue une grande source d'inspiration pour Lévy. Ils apparaissaient souvent ensemble lors d'événements culturels à Paris, des lancements de livres aux avant-premières de films, dégageant toujours une profonde connexion et une affection profonde. Lévy a un jour décrit Ariel comme « le feu de ma vie », qui apportait équilibre et joie, malgré les pressions du travail et les luttes politiques. Les moments passés ensemble à se promener le long de la Seine, à discuter de philosophie, de musique et de la vie, sont des souvenirs que Lévy chérira toujours. Le mariage de Lévy, cependant, n'a pas toujours été sans heurts. L'une des plus grandes tristesses de sa vie amoureuse a été sa relation tendue avec Ariel, surtout dans les années 2000, lorsqu'il était fréquemment en mission politique en Bosnie, en Afghanistan et en Libye. Cette activité laissait Ariel seul et ils avaient parfois de vives disputes sur la priorité à donner à la famille ou aux idéaux. Un moment qui a fait pleurer Lévy fut lorsqu'Ariel, dans une rare démonstration d'émotion, a déclaré qu'elle se sentait comme « la femme derrière son auréole ». Cette remarque a fait prendre conscience à Lévy que malgré son amour profond pour Ariel, il avait involontairement négligé ses besoins affectifs. Le couple a cependant appris à surmonter ces difficultés en passant plus de temps ensemble, notamment lors de séjours dans leur maison de vacances à Marrakech, où ils se retrouvent autour de dîners étoilés et de conversations profondes. Le mariage de Lévy, même s'il n'est pas parfait, témoigne de la puissance de l'amour et de l'engagement, même face aux pressions de la vie et de la carrière. Bien qu'il fût un intellectuel ouvert qui partageait fréquemment ses opinions sur la place publique, Bernard-Henri Lévy gardait un profond secret
dont même ses proches n'étaient pas pleinement conscients. Ce secret fut une période de crise spirituelle à la fin des années 1980, où il fut confronté à de profonds doutes quant au sens de son œuvre et de sa vie. Suite au succès de La Barbarie, à visage humain, Lévy se retrouva au centre de l'attention des médias et des universitaires, mais cela s'accompagna également de la pression de proposer constamment de nouvelles idées et de préserver son image de penseur brillant. Il se sentait parfois prisonnier de sa propre célébrité, se demandant si ses écrits faisaient réellement bouger les choses ou s'il ne s'agissait que de mots creux dans un monde injuste. Ce doute le plongea dans une dépression silencieuse, où il dissimulait sa douleur derrière des écrits percutants et des discours passionnés. Lévy garda ce secret pour ne pas inquiéter sa famille, en particulier ses parents et sa femme Ariel, ni déplaire à ses admirateurs idéalistes. Il craignait qu'avouer ses difficultés ne le fasse paraître faible, surtout dans une société française qui attendait des intellectuels qu'ils soient forts et sûrs d'eux. Pour faire face à la crise, il consulta secrètement un thérapeute à Paris où il apprit à gérer ses émotions négatives et redécouvrit sa passion pour l'écriture et le combat pour la justice. Il commença également à tenir un journal intime, consignant ses réflexions sur sa carrière, sa famille et ses rêves inassouvis. Bien que jamais rendus publics, ces journaux lui permirent de dialoguer avec lui-même et de retrouver son équilibre. Ce secret, longtemps caché, n'était pas une faiblesse, mais un témoignage de sa force intérieure, sa capacité à affronter les ténèbres de son âme tout en apportant la lumière au monde par ses écrits et ses actions. Bernard-Henri Lévy s'efforça toujours d'accomplir des choses qui non seulement consolideraient sa réputation, mais contribueraient aussi à un monde meilleur. L'un de ses plus grands objectifs était d'utiliser sa plume et sa voix pour défendre les droits de l'homme et la démocratie. Son ouvrage, L'idéologie française, 1981, constituait une formidable tentative de révéler la face sombre de l'histoire de France, notamment la collaboration avec le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'espoir de promouvoir un dialogue sincère sur le passé du pays. Bien que controversé et critiqué par certains historiens, ce livre a ouvert un débat important sur la responsabilité historique et est considéré comme une étape importante dans la carrière de Lévy. Outre ses écrits, Lévy a œuvré sans relâche pour devenir un véritable militant. Il s'est rendu personnellement dans des zones de guerre comme la Bosnie, l'Afghanistan et l'Ukraine pour constater et documenter les injustices et appeler la communauté internationale à agir. Son documentaire Peshmerga, paru en 2016 et relatant la lutte des forces kurdes contre Daesh, a été une réussite majeure. Il a non seulement réalisé le documentaire, mais a aussi risqué sa vie pour le filmer sur le front. Il a également fondé La Règle du Jeu, un magazine culturel et politique visant à créer un espace pour les idées libérales et progressistes. Son plaidoyer en faveur de l'intervention de 2011 en Libye, bien que controversé, était une nouvelle tentative de défendre les opprimés, et il le considérait comme faisant partie intégrante de sa mission plus large. Ses réalisations, combinées à son rôle d'inspiration pour des générations de jeunes intellectuels, témoignent de l'engagement de Lévy à construire un monde plus juste, malgré les difficultés et les critiques. La famille de Bernard-Henri Lévy, et plus particulièrement son épouse Ariel Dombasle et ses frères et sœurs, étaient très proches de lui, témoins de la profonde tristesse qu'il a traversée tout au long de sa vie. Pour Ariel, la plus grande tristesse de Lévy, la perte de son Algérie natale et la mort de son père, était profondément ressentie à travers les histoires qu'ils partageaient en privé. Elle le voyait souvent assis tranquillement dans leur bibliothèque parisienne, relisant de vieilles lettres de son père ou regardant par la fenêtre d'un air lointain, comme s'il cherchait à se remémorer Bénissaf. Ariel ne voyait pas cette tristesse comme une faiblesse, mais comme une partie intégrante de la sensibilité et de la compassion de Lévy, des qualités qui faisaient de lui un brillant penseur et militant. Elle confia un jour à une amie proche que les récits de Lévy sur son enfance et son père l'avaient fait l'aimer encore plus, car il lui montrait comment il avait surmonté son traumatisme
pour devenir un homme fort qui a toujours placé la justice et les droits humains au premier plan. Les frères et sœurs de Lévi, bien que peu présents dans sa vie publique, reconnaissaient également que la perte de sa patrie et la mort de son père avaient profondément blessé son cœur. Il se souvenait de l'époque où Lévi rentrait chez lui après de longs voyages en zone de guerre, s'asseyait tranquillement dans le salon et s'interrogeait sur ses souvenirs familiaux en Algérie, comme s'il cherchait à retrouver une part de lui-même perdue. Pour eux, la tristesse de Lévi ne concernait pas seulement le passé, mais aussi la pression de préserver son image publique d'intellectuel inflexible. Ils appréciaient particulièrement sa résilience après la défaite en 1960. Libye, où il continua d'écrire et de se battre malgré de vives critiques. La famille Lévi, par son amour et sa compréhension, fut un soutien indéfectible, l'aidant à surmonter les moments difficiles et à poursuivre son chemin avec un cœur ouvert. La fin la plus triste de la vie de Bernard-Henri Lévy est la solitude qu'il ressent à 76 ans, repensant à son long parcours, porté par de nobles idéaux, mais qui n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Malgré ses nombreuses réalisations, des ouvrages controversés aux campagnes pour les droits humains, Lévy ne peut s'empêcher de penser qu'il n'a pas changé le monde comme il l'espérait. L'échec en Libye, où il croyait que l'intervention occidentale apporterait la liberté, a au contraire conduit au chaos et à la souffrance, le hante encore. Il a raconté un jour qu'un soir de 2024, assis seul chez lui à Marrakech, il a fondu en larmes en lisant un article sur la situation humanitaire en Libye, sentant que ses efforts n'avaient pas suffi à empêcher les tragédies. Ce chagrin était amplifié par un sentiment d'isolement parmi les intellectuels. Bien que respecté, Lévy était aussi perçu par beaucoup comme une figure controversée, critiqué pour son idéalisme excessif, voire son hypocrisie. Cette solitude l'a amené à se demander si ses années de lutte en valaient vraiment la peine, ou s'il poursuivait simplement un rêve inaccessible. Pourtant, Lévy ne s'est pas laissé définir par cette tristesse. Il a continué à écrire, avec son dernier livre, Le Dernier idéaliste, à paraître en 2025, afin de faire face à ses échecs et de trouver un sens à son œuvre. Sa triste fin n'était pas un abandon, mais l'acceptation que la vie est une suite d'efforts constants, même si les résultats sont imparfaits. Le deuil de Lévy, dans toute sa complexité et sa profondeur, témoigne de la vie d'un homme qui a vécu pour ses idéaux, même au prix de blessures jamais cicatrisées, jamais cicatrisées, jamais cicatrisées.